Alors aujourd'hui, notre sujet c'est chagrin, souffrance, douleur, larmes, tourments, folie, meurtre et autres galanteries. Les femmes et l'opéra de 1607 à 1934. Aujourd'hui, le féminicide est tragiquement d'actualité, mais la mort de la femme est terriblement représentée, exhibée, montrée, imposée, étalée dans la culture occidentale et en particulier dans l'opéra. Il y a un bon livre qui traite de ce terrible sujet, c'est de Catherine Clément, Clément est son nom de famille, L'opéra ou la défaite des femmes, c'est chez Grasset, un vieux livre de 1979, mais c'est intéressant. Alors, 1607, c'est l'Orfeo de Monteverdi, et puis 1934, c'est Lady Macbeth du district de Mzensk de Shostakovich. L'Orfeo de Monteverdi, c'est une favola in musica, une fable en musique qui a été créée le 24 février 1607 à Mantoue. Et Orfeo, le rôle d'Orfeo est pour un ténor, et il y a un bel enregistrement de 1968 qui a fait date. Je vous ai parlé de Michel Corbeau la dernière fois, et cet enregistrement de Corbeau a 51 ans, mais il mérite toujours d'être écouté, et le ténor était Éric Tapie. Dans cet opéra de Monteverdi, la musica qui commence l'opéra est chantée par un castrat. Les castrats sont très à la mode dès la fin du XVIe siècle, encore au XVIIe siècle et toujours beaucoup au XVIIIe siècle. Alors, les enfants, avant la puberté, étaient, le mot est charmant, les enfants avant la puberté étaient améliorés. Au XVIIe siècle, en français, on disait méliorés. Ils étaient améliorés, et certains ont fait de grandes carrières. Le plus célèbre est Farinelli. Mais les rôles de castrat sont des rôles des grands opéras du répertoire. C'est le rôle de Jules César, c'est Handel, c'est le rôle d'Orphée de Gluck, qui a été quand Berlioz a remonté l'Orphée de Gluck avec Pauline Viardot et avec l'aide de Camille Saint-Saëns. Là, c'était une femme, Pauline Viardot. Saint-Saëns, je vous ai déjà dit, j'aime Saint-Saëns parce qu'il est méchant. Il est franchement méchant. Et il avait donc travaillé avec Pauline Viardot, qui a chanté à Orléans, qui a chanté dans la salle de l'Institut, qui était une amie très proche de Georges Sand. Eh bien, Camille Saint-Saëns disait de Pauline Viardot qui avait un physique étrange. Elle n'est pas laide, elle est pire. Il était franchement méchant. Et puis encore Mozart, en 1791, dans la Clémence de Titus, le rôle de Sesto, c'est un rôle pour castrat. Alors, je vous conseille, si vous voulez écouter une belle version de l'Ave Maria de Schubert, d'écouter celle de Alessandro Moreschi. On trouve ça sur l'internet. C'est un enregistrement de 1904. Il était né en 58, il avait 46 ans, donc 1904, Alessandro Moreschi qui chante l'Ave Maria de Schubert, vous le trouvez sur l'internet. C'est absolument extraordinaire, hein, cette voix. Il chante pas bien, cet homme, hein. Et puis il est âgé, vous voyez, quelqu'un de 46 ans. Bon. Et ben si, madame, oui. Il est âgé, il chante pas bien, mais c'est une voix extraordinaire. Alors, est-ce que il n'y a plus de castrat aujourd'hui, mais est-ce que ce timbre, est-ce que ce type de voix va revenir? Ça se pourrait bien, hein, ça se pourrait bien. Je connais assez les parents d'élèves pour savoir que si quelqu'un leur propose d'améliorer leur garçon, certains ne seront pas contre. Alors l'Orfeo, c'est un ouvrage extraordinaire. On se libère du contrepoint de la Renaissance, et une mélodie accompagnée. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et l'opéra va
créé par les Italiens, donc va conquérir toute l'Europe. Depuis le XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Un petit conseil, écoutez du XVIIe siècle un opéra de 1683, c'est de John Blow, B-L-O-W, John Blow, Vénus en Adonis. Ça, c'est absolument formidable, formidable. Mais là, c'est pas la femme qui meurt, c'est le jeune homme, Adonis, naturellement, qui est tué par un sanglier. Avant John Blow, en France, il y a eu Lully, qui vient de Florence, il était fils d'un meunier, à 14 ans. Il vient en France, il est garçon de chambre chez la duchesse de Montpensier, qu'on appelait la grande demoiselle. Il est très habile, le petit Lully, c'est un homme d'affaires, c'est un courtisan avisé, son ascension est extraordinaire. Alors il va travailler, vous savez, très souvent avec Molière, en écrivant des comédies-ballets. Et puis il écrivait une musique d'atelier comme Rubens peignait avec son atelier. Rubens faisait les grands plans, les choses importantes, et puis les détails étaient faits par ses assistants. Eh bien, Lully écrivait la mélodie, la masse, et puis le remplissage était fait par ses assistants. En 1672, Lully obtient des lettres patentes portant défense de faire chanter aucune pièce entière en France sans la permission par écrit du dit sieur Lully. Incroyable, hein? Incroyable ça. Alors il éclipse des grands compositeurs comme Marc-Antoine Charpentier, comme Camprin et d'autres. Il est très proche de Louis XIV, qui ferme les yeux sur certaines activités qu'il avait. Il était le gendre de Lambert, un très bon musicien. Il a eu 6 enfants, mais il pratiquait ce qu'on appelait au XVIIe siècle le vice italien, c'est-à-dire qu'il était bisexuel. Louis XIV a fermé les yeux, et puis le frère cadet, Louis XIV, Philippe d'Orléans, a été lui-même homosexuel, celui qui a épousé la princesse palatine. Ma foi, on fermait les yeux, puisque cette pratique sexuelle était tout à fait interdite par l'Église et la morale. Mais en 1685, Lully suborne un jeune page de la chapelle royale qui s'appelait Brunet, et là ça fait tâche. Alors la fin de la vie de Lully va être entachée par les conquêtes qu'il avait eues pendant toute sa vie. On devait écouter au mois de décembre un air de Attis, un extraordinaire opéra qu'on appelle l'opéra du roi, tellement Louis XIV aimait chanter et danser des passages de Attis. C'était Marie-Noël Martin qui devait chanter, mais elle est aujourd'hui en Italie, alors nous ne pouvons pas écouter cet air d'Attis, mais nous écouterons de la musique tout à l'heure. Alors Lully, en France, a éclipsé tous ses collègues. J'ai trouvé un paragraphe de La Bruyère il y a peu de temps. Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût de comparaison. Ils sont nés et élevés au milieu et comme au centre des meilleures choses. À quoi ils rapportent ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Tout ce qui éloigne trop de Lully, de Racine et de Lebrun est condamné. Alors, Racine, oui, il a éclipsé le grand Corneille à cette époque-là. Lebrun, il est président de l'Académie de peinture. Il y a un formidable tableau dans la grande galerie du Louvre, quand c'est ouvert. Un tableau de Lebrun qui est le chancelier Séguier sur un cheval avec un parasol entouré par ses pages, qui est un tableau extraordinaire. Et puis Lully, naturellement, qui est le seul et l'unique cité par La Bruyère. Un mot sur Didon et Aîné, qui est une œuvre admirable de Henry Purcell. Il est mort en 1695, il avait 36 ans. Ça a été un grand génie, Purcell. Son nom est d'origine française. Un pourceau, c'est un petit cochon. Une pourcelle, c'est une petite cochonne. Mais ça n'a rien à voir avec un type génial, génial.
En 1689, il fait jouer Didon et Aîné dans un pensionnat pour jeunes filles à Chelsea, qui était dirigé par la femme du danseur et chorégraphe Josiah Priest. C'était presque un opéra pour enfants que Didon et Aîné. Vous vous souvenez de cet air Remember Me. Souviens-toi. Remember Me, avec un ground, comme on disait, c'est-à-dire une basse obstinée. Purcell, vraiment, dès que vous voyez le nom de Purcell, allez écouter, allez voir. Alors Didon est né, il y a un très beau passage dans Virgile, hein, dans l'Énéide, où Aîné descend aux enfers pour voir Didon. C'est un couple extraordinaire. Le problème d'un point de vue historique, c'est que Aîné est mort à peu près 300 ans avant la naissance de Didon, mais en art, les choses s'arrangent, hein, naturellement. J'ai pensé que Cromwell, vous savez, Cromwell prend le pouvoir. Cromwell, c'est à l'époque la République en marche, si je puis dire. Et Charles Ier, le roi, est décapité le 30 janvier 1649. Et d'après Dryden, ce grand poète anglais, Charles Ier aurait dit, juste avant que sa tête ne tombe, il aurait dit « remember ». Et je pense que dans ce « remember » de Purcell, il y a quelque chose d'un souvenir. Au XVIIIe siècle, l'opéra règne en maître dans toute l'Europe. J'ai apporté là un dictionnaire un peu ancien qui est de 1786. Alors, nouveau dictionnaire historique ou histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom par des talents, des vertus, des forfaits, des erreurs, depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, et etc. C'est écrit par une société de gens de lettres, 1786. En fait, ce n'est pas une société de gens de lettres, c'était un bénédictin de Cluny qui s'appelait Louis Mailleul-Chaudon. Donc, tous les personnages célèbres, depuis le commencement du monde jusqu'à 1786, eh bien, dans ce dictionnaire historique, Bach ne figure pas. Bach ne figure pas. Pourtant, il est absent. Mais Handel, oui. Sur Handel, il y a deux colonnes. Bach n'a jamais écrit d'opéra, mais Handel était un grand compositeur, on va en dire un mot, d'opéra. Alors pour Handel, oui, il y a 2 colonnes. Je vous lis juste un paragraphe. Handel s'étant trouvé à Venise dans le temps du carnaval sans se faire connaître, il joua de la harpe dans une mascarade. Domenico Scarlatti, le plus habile musicien sur cet instrument, je pense que le dictionnaire il a confondu la harpe et le clavecin. Domenico Scarlatti l'entendit et s'écria « Il n'y a que le saxon ou le diable qui puisse jouer ainsi ». Il avait vraiment une grande réputation, ce Handel. Handel, c'est H. Le J n'est pas loin du H. On va jeter un coup d'œil, non pas pour trouver Joubert, mais quelqu'un d'Orléanais aussi, Jeanne d'Arc. Et ce que ce bénédictin dit de Jeanne d'Arc est étonnant, hein, en 1786. Elle était encore à la fleur de l'âge quand elle s'imaginait voir Saint-Michel, l'ange tutélaire de la France, qui lui ordonnait d'aller faire lever le siège d'Orléans. Il est un peu sceptique, hein, et puis à la page suivante, ces juges déshonorèrent leur raison et leur équité par son supplice.
Ils violèrent le droit des gens en la condamnant, tandis qu'elle était prisonnière de guerre, et les règles du bon sens en la brûlant comme magicienne. Elle n'était certainement pas sorcière, mais il ne faut pas non plus l'invoquer comme une sainte. 1786, vous voyez le travail de Félix Dupanloup. Hein. C'est grâce à Dupanloup qu'elle a été canonisée en 1920. Vous savez que j'aime Dupanloup. Je vais le voir à peu près chaque semaine avec mon petit-fils Adrien. Enfin, pas Dupanloup, mais à la cathédrale d'Orléans. Alors, c'est étonnant, hein, ce dictionnaire de 1786, parce qu'il commence à la création du monde. Création et formation d'Adam et Ève, 4004 avant Jésus-Christ. Naissance de Caïn, 4003, naissance d'Abel, 4002, etc. Déluge universel, 2348. 1786. En 88, 2 ans plus tard, mourait l'immense Buffon. Buffon, un type formidable, Buffon. Quand on prend l'autoroute, on passe l'autoroute de A6, on passe à côté de Montbard. Montbard, il y a une gare de TGV, mais c'était là le domaine de Buffon. Et puis je ne vais jamais au jardin en face de la gare d'Austerlitz. Le jardin des plantes, parce que Buffon a vécu là une grande partie de sa vie. Je crois bien qu'il est mort dans le jardin des plantes, Buffon. Et Buffon écrit que le monde, parce qu'il a observé la vie de la Terre a au moins 600 000 ans, dit-il. Et puis après, il dit que la Terre a peut-être bien 10 millions d'années. Mais la Sorbonne lui dit, mais enfin, monsieur Buffon, la création, c'est en 4004. Qu'est-ce que vous racontez? Et ce génial Buffon est obligé d'écrire un article où il dit que tout ce qu'il a écrit, ce sont des hypothèses, mais que c'est naturellement la Sorbonne qui a raison. Eh bien, dis donc. Alors, oui, Handel, il est allemand, le saxon, comme dit Domenico Scarlatti. Il est allemand, il habite Londres, mais il écrit un opéra italien, parce que tout l'opéra, au début du XVIIIe siècle jusqu'à la fin, est un opéra italien. Les Italiens, à l'époque, sont les Américains maintenant. Hein? Dirige tout. Mozart, on va en parler, il va essayer de résister. Alors, les sujets des opéras, il en écrit beaucoup, sont les rois, les reines, les princes, les héros de l'Antiquité. Depuis le XVIe siècle, avec Erasme, Rabelais, La Botte-Levaillé, dont j'ai parlé la dernière fois, et bien d'autres, la culture, c'est la culture antique. Alors, on devait écouter encore avec Marie-Noël Martel, qui est toujours en Italie, une aria de Giulio Cesare. Il avait un talent extraordinaire, Handel. Il était colérique, paraît-il. Il était colérique, et on raconte qu'un jour, à une répétition, la femme qui chantait la voix de soprano n'avait pas fait les choses comme il convenait. Alors on dit qu'ils étaient au premier étage. Il a pris cette chanteuse par la taille et il l'a passée par la fenêtre et il l'a secouée dans le vide. Ensuite, il paraît qu'elle a chanté beaucoup mieux. Mais Marie-Noël Martin, qui devait chanter un air de Handel, avait exigé de chanter au rez-de-chaussée. Vivaldi, c'est un compositeur très célèbre. Où est-ce qu'on rencontre Vivaldi? Eh bien, quand on téléphone à la Maïf, à Gaz de France, à EDF, à votre assurance, à votre épicerie, à Auchan, vous entendez Vivaldi, les 4 saisons. Un homme tout à fait extraordinaire. J'ai une phrase ou deux de Carlo Goldoni, qui est ce grand écrivain qui a travaillé avec Vivaldi. Il a écrit le livret de quelques opéras. Et il écrit ça à Goldoni. Cette année-là,
Pour l'opéra de l'Ascension, le compositeur était Monsieur l'abbé Vivaldi, surnommé le prêtre roux, à cause de sa chevelure, oui, et parfois dénommé Rossi, ce que l'on croyait être son nom de famille. Alors, il continue Goldoni. Ce très fameux violoniste, c'est vrai, cet homme célèbre pour ses sonates, spécialement pour celle qui s'intitule « Les 4 saisons », composait aussi des opéras. Et quoique les vrais connaisseurs disent qu'il était faible en contrepoint et qu'il conduisait mal ses basses, il faisait bien chanter les parties et la plupart du temps ses opéras eurent du succès. C'est vrai, ce n'était pas un grand compositeur, ce n'était pas un bon compositeur. D'un point de vue contrapuntique, c'est 3 fois rien, Vivaldi. Mais il avait un génie foudroyant, les 4 saisons, même si on en a un peu marre, c'est quand même une œuvre géniale. Et puis les concertos de l'Estro Armonico, les concertos pour la flûte allemande, la Tempesta di Mare, la Burlesca, etc. C'était un type extraordinaire. Bon, il a écrit une centaine de concertos pour basson. Voilà. Et alors, je ne sais pas du tout s'il a écrit une 50aine d'opéras, c'est beaucoup, ou bien 90 opéras, comme paraît-il, il le disait lui-même. Alors, nous allons écouter un extrait de Giustino, Dramma per musica. Ça a été donné en 1724, oui. Pour le carnaval de l'année 1724. Il y a la dédicataire, et c'est dédié à la signora Faustina Mattei Conti, mais il n'y a ni le nom du librettiste ni le nom du compositeur. C'est la même chose quand Mozart sera à Paris, on ne met pas le nom du compositeur. Alors, c'est Giustino. Dans cet opéra de Vivaldi, il y a plusieurs personnages, beaucoup. Anastasio, qui est empereur de Byzance, c'est un soprano castrat. Ariana, son épouse, c'est un soprano castrat travesti. Giustino, c'est un contralto castrat. Leocasta, sœur d'Anastasio, c'est un soprano castrat, etc. Il y a quand même un ténor, il y a quand même 2 ténors, mais tous les autres, voilà. Alors, nous allons écouter un air que va chanter et accompagner par cet homme que vous connaissez, qui est un vrai survivant du XVIIe siècle. Comment il s'appelle? Christophe Andrivé. C'est lui qui accompagne Mélanie. Mélanie est une excellente clarinettiste, premier prix du Conservatoire de Toulouse, et elle est également étudiante en 3e cycle au Conservatoire d'Orléans. Alors elle chante de cet opéra un air d'Anastasio, Vedrò con mio diletto l'alma dell'alma mia. Je verrai avec plaisir l'âme de mon âme, le cœur de mon cœur, plein de contentement. Et si de l'objet de mon amour il convient que je sois loin, je soupirerai de douleur à chaque instant. L'empereur Anastasio s'en va à la guerre, et au lieu d'avoir un air vivant avec des fanfares, il chante un air amoureux. Vedrò con mio diletto. Alors il y a une basse continue qui varie un peu. Si, da, da, so, so. Enfin, c'est le rythme de la sarabande. C'est le tam, pam, plim, pam, avec un appui sur le second. C'est un chromatisme. C'est pas gai, hein. Tout le monde fait ça, hein. Remember Me de Purcell. Le fond musical de Bach. Etc. Alors c'est vraiment pas gai, il pense au cœur de son cœur, à l'âme de son âme. C'est Mélanie et Christophe Andrivé qui jouent et qui chantent
Je vous en prie, Vedro con mio diletto de Vivaldi. Et c'est une aria avec une première partie, il y a une très petite seconde partie, puis ensuite on fait un aria da capo, comme toujours écrivait Handel, mais tout le monde à l'époque. Et dans le da capo, c'est-à-dire on revient à la tête, capitis, dans le da capo, le chanteur pouvait orner la mélodie, ce que va faire Mélanie maintenant.
sur Pépouche. J'adore Pépouche. Johann Christoph Pépouche. Il est mort en 1752, il avait 85 ans. Et il est très célèbre parce qu'il a participé à la création du Beggars Opera en 1728, c'est-à-dire l'opéra du gueux. L'opéra du gueux, le livret était de John Gay. Il y aura un opéra du gueux écrit beaucoup plus tard au début du XXe siècle qu'on appelle l'opéra de Katsu, hein, Kurt Weill. Et l'opéra du gueux, eh bien, réagit contre tous on en a marre de l'empereur qui vient de chanter, et puis l'empereur, et puis il y a l'impératrice, et puis il y a le roi, et puis le prince, et puis dans le Beggars Opera, il n'y a que des voleurs et des prostituées. C'est très anglais. Et ce Beggars Opera, c'est l'ancêtre, évidemment, c'est le premier ancêtre de l'opérette. En même temps, vers 1750, il y a en France ce qu'on appelle la querelle des bouffons. On appelle ça aussi la guerre des coins. La guerre des coins, parce qu'il y avait deux coins, le coin du roi, avec Rameau qui était là, et puis le coin de la reine, avec Rousseau, Grimm, le baron d'Holbach, etc. Alors, certains sont pour la musique italienne, c'est le cas de Rousseau, d'autres pour défendre la musique française. En Italie, il y avait des opéras seria, on vient d'entendre une aria d'un opéra seria, et entre les actes des opéras seria, il n'y avait pas des esquimaux, il y avait des intermèdes, des intermezzi. C'est-à-dire qu'au milieu de l'opéra seria, on jouait des petites pièces plutôt amusantes, qu'on appelait des intermezzi. Et ces intermezzi sont devenus, ces entr'actes donc, sont devenus des opéras buffa, des opéras bouffons, et ces opéras bouffons ont grandi, ont fini par éliminer l'opéra seria et par se mettre au premier rang. Le plus célèbre, c'est en 1752, le Serva Padrona de Pergolese. Ça avait déjà été joué quelques temps avant, mais sans succès. Alors, en 1752, c'est la gloire. En 1753, Rousseau écrit dans Lambert une lettre qu'on appelle la lettre sur la musique française, et il dit les Français ne peuvent pas avoir de musique, et s'ils ont un jour une musique, ce sera tant pis pour eux. Je me souviens quand j'étais gamin, j'ai passé le concours, l'examen pour le certificat d'aptitude à la fonction de directeur d'établissement contrôlé par l'État. Il fallait faire une dissertation, et puis dans la dissertation, je ne sais plus le sujet, de toute façon je l'avais écrite avant. Et je défendais cette idée que Rousseau avait tort et que grâce à Landowski, les Français pouvaient avoir une musique. Bon. En 1753, Antoine d'Auvergne écrit Les Troqueurs. Les Troqueurs, c'est le lancement de l'opéra comique. Et l'opéra comique va faire des petits en Autriche et en Allemagne avec le Singspiel. Mozart, bon. Mozart rêve complètement d'écrire un opéra allemand. Il veut écrire un opéra allemand parce que c'est Salieri, vous savez, à Vienne qui dirige toutes les choses. Ce sont les Italiens à Londres, à Paris, en Allemagne, en Autriche, sont les Italiens qui sont partout. Et Mozart veut écrire un opéra allemand. En 1778, son père l'envoie à Paris, il passe par Munich et puis il s'arrête à Mannheim. À Mannheim, il rencontre un copiste très très charmant, tout à fait comme vous, et il écrit à son papa. Oui, il est vraiment très bien, monsieur Weber. Et puis, monsieur Weber a une fille qui s'appelle Aloysia, qui chante vraiment bien. Et cher papa, Mozart a écrit à son père Léopold, cher papa, je devais aller à Paris, mais mademoiselle Aloysia Weber s'en va en Italie et je pense que ça serait très bien que je la suive parce que j'ai très envie d'écrire de l'opéra italien. Il est vraiment amoureux, c'est à ça qu'on voit qu'on est amoureux quand on commence à dire n'importe quoi. Mais le père, il n'est pas question, donc il va à Paris
à la fin de 78, et puis il en repartira en 79. Sa mère, qui l'accompagne, meurt à Paris. Sa messe d'enterrement, c'est à Saint-Eustache. Et il écrira plus tard, Mozart, ce voyage à Paris m'a été très utile pour la composition. Très utile pour la composition, je vous dis pourquoi, hein, parce qu'il a découvert Grétry, et puis cet opéra comique, en fait, tout ce fourmillement de choses nouvelles qui n'existaient pas, et lui, il va s'illustrer dans le Singspiel, avec l'enlèvement au sérail, et puis la flûte enchantée, la Touraine. Un mot sur Bastien et Bastienne. C'est un lieu commun de dire, vous vous rendez compte, ce petit Mozart, à 12 ans, il écrit un opéra, Bastien et Bastienne. C'est pas du tout intéressant, ça. Non, parce que avant ses 12 ans, il a déjà écrit 2 œuvres très grandes, Apollo et Jacinthus, un intermède latin pour un collège de Salzbourg. C'est une œuvre avec grand orchestre qui est très difficile. Et puis la Finta Simplice, un opéra bouffe, avec aussi grand orchestre et des chanteurs. Il sait écrire bien d'autres choses que Bastien et Bastienne. Ce qui est intéressant pour Bastien et Bastienne, c'est que ça a été, peut-être, croit-on, une commande du célèbre magnétiseur Mesmer, qui voulait dans ses jardins faire chanter par sa troupe de théâtre, pas par des chanteurs, par sa troupe de théâtre, un opéra assez bref. Et le génie de Mozart, qui a 12 ans, c'est pas d'écrire un opéra, il l'a déjà écrit, mais c'est d'être capable, à 12 ans, de savoir ce que peut chanter un comédien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il savait écrire pour les chanteurs, il l'avait déjà monté. Mais un comédien qui ne connaît pas exactement la musique, qu'est-ce qu'il est capable de chanter? Et le petit Mozart, à 12 ans, il savait ça. J'ai des collègues qui savent pas. Alors, c'est vraiment la marque d'un maître que d'avoir écrit Bastien et Bastienne. Bastien et Bastienne, c'est la version autrichienne-allemande du Devin de village. Le Devin de village, musique de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau était musicien, musicien. Son dictionnaire de musique, il a un peu piqué un peu partout, mais il a écrit de la musique, dont le Devin de village, c'est pas mal. Et le Devin de village a eu beaucoup de succès à Paris. En 1753 et 54, il y a 51 représentations à Paris. Et puis entre 1753 et 1829, il y a 544 représentations de l'opéra de Jean-Jacques Rousseau. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Alors, un scoop. Jean-Jacques Rousseau dit qu'il avait fait des récitatifs extrêmement bien, mais que certains lui avaient dit qu'il valait mieux les changer un peu, et les récitatifs du Devin de village ont été arrangés, réécrits par 2 personnages, M. Franqueuil et puis M. Géliot. Géliot, qui était un des chanteurs les plus célèbres de l'époque. Un mot sur Franqueuil d'abord. Louis Dupin de Franqueuil, il s'était marié à Marie-Aurore de Saxe et ils ont eu un enfant qui s'appelait Maurice Dupin de Franqueuil. Et Maurice Dupin de Franqueuil a eu une fille qui s'appelait Aurore Dupin, que ses amies anglaises au pensionnat appelaient Sombray. C'est vrai, ça, c'est elle qui le dit. Aurore Dupin, c'est, vous savez, Georges Sand, naturellement, ça c'est la descendance de Franqueuil, qui était un musicien plutôt amateur, mais enfin qui avait travaillé sur les récitatifs du Devin de village. Et puis, Géliot, c'était l'un des créateurs du Devin de village, et quelqu'un qui avait une grande notoriété. Et Olivier, avec 2 L, Michel Barthélémy, tiens, je vous fais cadeau de ça, vous pouvez le passer à vos voisins. C'est un tableau de Olivier Michel Barthélémy, un tableau de 1766 qui s'intitule « Le thé à l'anglaise dans le salon des 4 glaces au Temple » avec toute la cour du prince de Conti. 1766, et à gauche, vous voyez un petit garçon qui est au clavecin,
Et le petit garçon au clavecin, c'est Mozart. Et derrière lui, le chanteur qui joue de la guitare, c'est Géliot. Ça, c'est incroyable, hein, que le compositeur, un peu plus tard, de Bastien et Bastienne, soit à 1 mètre du créateur du devin de village. Voilà, moi ça me réjouit, vous pas. Chacun a sa satisfaction où il peut. Hein. Alors, il est au Louvre, hein, et en ce moment on ne peut pas le voir. Alors l'opéra, au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, et puis ça continuera. L'opéra est écrit pour charmer l'œil et l'oreille du prince, mais avec Mozart, les choses changent complètement. Mozart, c'est così fan tutte, et c'est très proustien. Hein, on s'aperçoit que l'amour, que l'amitié sont des choses qui n'existent pas. Il détruit un monde dans Così fan tutte, et puis il en construit un autre. Et puis c'est les Noces de Figaro, et puis c'est Don Giovanni. Nous avons parlé il y a quelques semaines de Kierkegaard, qui a écrit de bien belles choses sur Mozart, et sur les étapes érotiques spontanées. La dernière, c'est Don Giovanni, la seconde, c'est Leporello, et la première, c'est Chérubin. Chérubin, nous allons écouter un air de Chérubin. Vous savez, Chérubin, il cherche, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est ce qu'il va dire. Voyez che sapete che cosa è amor. Vous qui savez quelle chose est l'amour, voyez s'il est dans mon cœur, parce que je gèle, je brûle, je soupire, je gémis. Voilà ce pauvre Chérubin qui est chanté par Mélanie avec l'orchestre dirigé par M. André. Chérubin. Vous qui savez ce que c'est que l'amour, dites-moi ce qui m'arrive.
1872, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, à 28 ans, il écrit un livre extraordinaire, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, la naissance de la tragédie dans l'esprit de la musique, où il traite du rapport entre Apollon, les choses élevées, et Dionysos, le dieu souterrain. Et Apollon et Dionysos, eh bien, on le retrouve chez Mozart, les lumières, les ténèbres aussi. Il y a l'opéra de la lumière, qui est la flûte enchantée, de la raison, de l'élévation, et puis il y a l'opéra des profondeurs, c'est Don Giovanni, et tout l'œuvre de Mozart, c'est l'homme réconcilié. Quant aux femmes chez Mozart, elles sont extraordinaires, hein. Blonde de l'enlèvement au sérail, et puis toujours dans l'enlèvement, Constance, c'est une des femmes de ma vie, Constance, qu'est-ce que vous voulez. Et puis Pamina aussi, sont les femmes qui sauvent l'homme. C'est ce que écrit dans le second Faust, c'est le dernier vers du second Faust de Goethe, Das ewig Weibliche zieht uns hinan, que Nerval traduit par l'éternel féminin nous tire en haut. Et ça, c'est une grande lumière dans l'histoire de l'opéra, que l'opéra mozartien, où la femme est vraiment celle qui donne une chance à l'humanité. Alors maintenant, une devinette. Et qui a écrit l'Ave Maria de Schubert? Non, pas Gounod. Comment? Schubert, oui. Bon, mais enfin, l'Ave Maria de Schubert. Schubert a écrit la musique. Bon, qui a écrit le texte de l'Ave Maria de Schubert? Et qui a écrit le texte de l'Ave Maria de Schubert? Ça a été écrit en anglais. C'est un poème de Walter Scott, l'Écossais. Walter Scott, c'est le troisième chant de la Dame du Lac, intitulé La Croix de Feu. On lit « Quelle est cette douce voix qui se marie à un instrument harmonieux ?» La harpe. C'est la voix d'Hélène qui chante Ave Maria, Reine du ciel, et c'est dans une traduction allemande, c'est un air, c'est un poème de Walter Scott. La dernière chose que Schubert a lu quelques mois avant sa mort, on sait ça parce qu'il avait emprunté à la bibliothèque, c'était le dernier des Mohicans, de Fenimore Cooper. Fenimore Cooper qui avait correspondu avec Walter Scott, justement. C'est incroyable que Schubert ait lu le dernier des Mohicans. Bon, c'est encore une digression de fait. Walter Scott, c'est un poète écossais qui a énormément de succès, Walter Scott, comme poète. Et puis, tout d'un coup, à côté de Walter Scott, arrive Byron. Alors Byron, Walter Scott se dit, à côté de ce jeune Byron, il vaut mieux que je fasse autre chose. Ce qu'a fait Lamartine aussi. Lamartine a beaucoup de succès avec les méditations poétiques en 1820. Et puis Hugo, à 20 ans, apparaît et tout d'un coup Lamartine se dit qu'il vaut mieux aussi faire autre chose. Il y a des gens qui savent. Et Walter Scott n'écrit plus de poésie, il écrit des romans. Son premier c'est Waverley, un formidable roman. Waverley, c'est de 1814, puis ensuite, il ne met pas son nom. Il met pas son nom. Son nom était très célèbre comme poète, là, d'un auteur inconnu. Puis ensuite, il va écrire Rob Roy, c'est très célèbre. Ivanhoe, Ivanou, il paraît qu'on prononce comme ça. Et puis Quentin Durward, ce qui se passe en France. Et ça sera toujours un roman par l'auteur de Waverley. Puis ensuite, il dira que ce qu'il... Alors, c'est un type formidable que Walter Scott tient. J'ai relu les traductions de Proust de certaines œuvres de John Ruskin. Et Ruskin dit ça de Walter Scott.
Walter Scott est sans comparaison possible la plus grande puissance spirituelle en Europe depuis Shakespeare. Eh bien, moi je suis bien d'accord, j'ai été passionné par faut que j'accélère, il est 53. J'ai été passionné par Walter Scott et je ne suis pas le seul, hein, parce que tout le 19e siècle emprunte des idées aux ouvrages de Walter Scott. Lucia di Lammermoor, c'est de Walter Scott, c'est un opéra de Donizetti en 29, il en fait un autre en 35, en 29 il y a Carafa, les Nozze di Lammermoor, Rieski en 31, M. Bredal en 32 à Copenhague, Bruden fra Lammermoor, Mazzucato à Padoue, la Fidanzata di Lammermoor. En 6 années, 5 opéras tirent leur livret d'un même roman, La fiancée de Lammermoor de Walter Scott. Et puis, on peut citer dans le désordre Georges Bizet, La jolie fille de Perse, Federico Ricci, La prigione di Hindenburg. Et puis là, je suis perdu, il faut que je revienne. Au Flotto, Rob Roy, Daniel François Esprit Aubert, Larry Soster ou Le château de Kenilworth, Boieldieu, La Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est inspiré de Walter Scott. Rossini, La Donna del Lago, et puis même Beethoven, il avait une commande, il a arrangé 150 chansons écossaises pour violon, piano et chant, et il y avait 3 chansons de Walter Scott. C'est absolument incroyable ce succès de Walter Scott, mais c'est mérité, vous savez, vous le relisez. Dans la Pléiade, il y a 2 volumes parus, des romans de Walter Scott aujourd'hui. Quelqu'un de la même époque, c'est Charles Fourier, avec un seul R. Il s'appelait Fourier avec 2 L, et puis il en avait supprimé un, il était de Besançon. Je travaille souvent, enfin parfois à Besançon, et je suis dans un hôtel à côté de la maison natale de Fourier. Je dors pas. Un type formidable, Charles Fourier, l'inventeur du phalanstère. Il y a à côté à Guise, c'est un peu au-dessus de Laon, il y a un familistère construit par Godin, l'entrepreneur de poils, qui était complètement fait avec les idées de la phalange de Charles Fourier. Charles Fourier, c'est énorme ses œuvres, hein. J'en ai déjà parlé à Orléans en détail. Il dit, dans le monde, il y a eu 4 pommes importantes. 4 pommes. Ève, déjà, hein, forcément. Hein. La pomme donnée par Paris à Vénus, ça a été la guerre de Troie. Hein. La pomme de Newton. Et puis il dit, la 4e pomme, c'est la mienne. Parce que voilà, il dit, j'étais à Rouen pour... je ne sais pas quelle était la monnaie à l'époque, enfin, pour 1 euro, on avait 1 kilo de pommes. Et puis, de retour à Paris, pour 1 euro, on avait une demi-pomme. C'est pas normal, il faut changer ça, il faut changer la société. La civilisation est une barbarie, alors il invente des systèmes extraordinaires, et en particulier un nouveau monde amoureux, lisez, un nouveau monde amoureux. La révolution sexuelle de William Reich, à côté, c'est la comtesse de Ségur. Alors, en harmonie, il faut des phalanstères, il faut des phalanges, il faut... c'est très très passionnant, Charles Fourier. Et il dit, traitons l'opéra comme objet de première nécessité pour les harmoniens. Platon disait déjà que pour l'éducation, il fallait... les disciplines principales étaient la musique, et puis la gymnastique, parce que la musique c'était l'harmonie de l'âme, et la gymnastique l'harmonie du corps. Et Fourier dit aussi que les disciplines indispensables pour les enfants sont de 2 genres, la musique et la cuisine. Et il a raison, parce que si vous fréquentez des petits-enfants, ça compte pour beaucoup, la musique et puis la cuisine aussi. Il y a un tout petit ouvrage qui s'appelle « L'opéra et la cuisine » de Charles Fourier. C'est publié par je ne sais pas qui.
Gallimard. C'est un tout petit livre qui rassemble des petits textes. Il faut la gastrosophie, il parle de la gastrosophie, ah ben Bocuse, tiens. Je ne sais pas s'il avait baissé, moi j'ai mangé évidemment chez Bocuse, mais il y a longtemps, donc, il était vivant. J'ai mangé, puis il est mort. Formidable Fourier, je vous conseille de vous intéresser à lui. Je passe sur Berlioz, il était gigantesque, Berlioz, il a écrit un opéra gigantesque, les Troyens. Le grand compositeur d'opéra à l'époque, c'était Meyerbeer, et Meyerbeer, qui a eu le plus grand succès à Paris au XIXe siècle, quand on a donné, après Lyon, on a donné une partie des Troyens à Paris, eh bien, Meyerbeer a assisté à toutes les représentations avec la partition. C'était un bel hommage à Berlioz. Meyerbeer, je vous ai déjà raconté ça il y a longtemps, Francis Vandevelde, l'éditeur de la méthode Rose, puis d'autres choses. Francis, comme on se connaissait bien, il me dit je m'occupe du festival de la Grange de Belley. Il y a Richter, un pianiste, qui vient jouer souvent, et quand je vais le chercher à l'avion, on passe, il va marquer Orléans, il dit est-ce que ça existe vraiment, Orléans? Ben, oui. Est-ce qu'il y a une salle de concert? Ben oui. Est-ce que ça vous intéresse, me dit Francis, qu'ils viennent jouer gratuitement Sviatoslav Richter? Oui, c'est la plus belle affiche que j'ai faite quand j'étais directeur du conservatoire. C'était un carton à la porte de la salle de l'Institut, samedi à 16h, récital de Sviatoslav Richter, entrée gratuite. Je crois que j'ai gardé le carton. Et puis il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un de ses collègues, Malinin, je crois bien, et puis Yuri Bashmet, l'altiste. C'est un des plus beaux, quelques-uns étaient là, un des plus beaux concerts qu'on n'a jamais entendu, là, en particulier le sonore de Shostakovich par Bashmet et Richter, c'était incroyable. Et alors ensuite, j'avais apporté du champagne, du meursault, et il a bu de la bière. Et on parlait, je crois qu'on parlait allemand, parce que je ne sais pas parler russe, et Richter me dit « Ah, la France, la musique française !» J'étais très capable de tenir une conversation sur Fauré, Debussy, Ravel et puis d'autres. La musique française, il me dit « Meyerbeer !» Et bien à l'époque, je n'avais jamais entendu une note de Meyerbeer. C'était dans les années 70 ou au début des années 80. Alors depuis j'ai écouté Meyerbeer. Une citation maintenant. Une citation, vous allez être étonnés. « Levez-vous donc, peuple de la terre, debout, vous qui gémissez, les opprimés, les pauvres. Levez-vous aussi, vous, les autres, qui vous efforcez en vain de couvrir par l'éclat du pouvoir et de la richesse la désolation de votre cœur. Debout, suivez ma trace tous ensemble, car je ne saurais faire aucune distinction entre ceux qui me suivent. Désormais, il n'y a plus que deux espèces d'hommes, l'une qui me suit et l'autre qui me résiste. Je conduirai les uns au bonheur, je passerai sur les autres en les écrasant, car je suis la révolution. Je suis la vie éternellement créatrice. Je suis la déesse éternelle que tous reconnaissent, qui embrasse et vivifie tout et rend tout heureux. À qui est ce gilet jaune? Ce n'est pas M. Mélenchon, mais enfin, eh bien, c'est Richard Wagner. Richard Wagner, on le voit avec Louis de Bavière, Bayreuth, les châteaux et tout ça, pas du tout. En 1949, il était sur les barricades à Dresde, une année après 1948, il était sur les barricades avec son ami Michel Bakounine. Et ça, c'est un article qui s'appelle Die Revolution. Il a écrit ça en 1949, Wagner. Il avait déjà écrit en 1943 Le vaisseau fantôme, en 1945 Tannhäuser, c'est pas un gamin. Il était étonnant, ce Wagner. Très très étonnant, c'est quand même quelqu'un auquel on peut s'intéresser. Ah, il a envoyé la partition de Tristan à Berlioz avec une dédicace extraordinaire. Je vous cite de mémoire.
à mon ami Hector Berlioz, le compositeur, l'hommage reconnaissant de Richard Wagner à l'auteur de Roméo et Juliette. L'hommage reconnaissant de Richard Wagner à l'auteur de Roméo et Juliette. Et c'est vrai que dans Roméo et Juliette, il y a des passages qui ont inspiré le Tristan de Wagner, en particulier un solo de violon et puis la scène d'amour, l'harmonie qui est souvent étrange chez Berlioz, là c'est quelque chose de merveilleux, enfin, bel hommage de Wagner. Pardon, je regarde l'heure, excusez-moi. Hein. Ça va encore 5 minutes. Ça peut aller. Un mot sur Pelléas, d'opéra comique. Déjà l'autre comique, c'était Carmen. 30 avril 1902, sous la direction d'André Messager et Pelléas. Alors, Pelléas et Mélisande. Donc, Pelléas et Mélisande ne sont pas les personnages de cet opéra, c'est pas eux qui sont importants, vous savez, ça n'a aucun intérêt, c'est un beau-frère qui est amoureux de sa belle-sœur, c'est toujours comme ça. Hein. Le personnage important, c'est Golo, hein. Et tout l'opéra, c'est l'opéra de Golo, ça commence comme ça, il y a marqué une forêt. C'est dans le mode éolien. Et on nous dit, ah, vous entendez la forêt, vous avez jamais une forêt qui ressemble à ça, c'est pas du tout la forêt, ça. C'est pas du tout la forêt, c'est Golo. Parce que Golo, sa mère va le dire un peu plus tard, lui qui a toujours été si prudent, si grave et si ferme, et il est veuf, Golo, et c'est un homme complètement intègre qui va sombrer dans la folie. Vous savez, quand il prend sa femme par les cheveux et qu'il la traîne par terre, et puis qui va tuer Pelléas et être responsable de la mort de sa femme, c'est une idée. L'opéra, c'est Golo, hein, c'est la transformation de Golo, c'est un opéra sublime. Alors, je ne suis pas le seul à aimer Pelléas, Marcel Proust, naturellement. J'ai à côté de mon lit la correspondance complète de Proust, alors je lis ça aisément à peu près chaque soir. Il écrit ça en 1911, c'est la deuxième. C'est la reprise de Pelléas, il a écrit ça à son ami Vivesco. Je suis excessivement fatigué parce que j'ai eu le malheur d'écouter Pelléas au théâtrophone et d'en tomber amoureux. Tous les soirs où cela se donne, si malade que je sois, je me jette sur cet instrument, théâtrophone, et les jours où cela ne se donne pas, je remplace Perrier, le créateur de Pelléas, et me le chante et je ne dors plus un instant. Vous savez, le théâtrophone, ça devait être pas formidable, hein, c'était comme un téléphone, et on entendait, il entendait le Pelléas depuis son lit, quel hommage. Hein. Autre hommage, celui d'Alain Fournier. Rivière, son beau-frère, qui a dirigé la NRF, et Henri Fournier, qui se fait appeler ensuite Henri Alain Fournier, ont eu une correspondance extraordinaire. C'est publié chez Gallimard, il y a 2000 pages qui sont extraordinairement intéressantes. Et leur grande passion, c'est Pelléas. Alors, je passe 3 minutes sur Alain Fournier. Dans le Grand Maulne, quand Augustin Maule se trouve près d'Yvonne de Galais, dans le domaine mystérieux, il lui dit « Vous êtes belle ». Et puis Yvonne répond à une question. « Mon nom, je suis mademoiselle Yvonne de Galais. » Maule ajoute « Le nom que je vous donnais était plus beau. » « Comment? Quel était ce nom? Fit-elle toujours avec la même gravité. Mais il eut peur d'avoir dit une sottise et ne répondit rien. Plus tard, Yvonne s'exclame « Nous sommes 2 enfants, nous avons fait une folie. » Voilà une citation de tout un paragraphe du Grand Maule. Et cette scène du roman, c'est l'exacte réplique d'une rencontre du vrai Alain Fournier avec Yvonne de Quillet-Vrécourt, le 1er juin 1905 à Paris. Il a raconté ça à sa sœur, il l'a raconté au petit B, un de ses amis, et puis lui-même en part. Voilà comment ça s'est passé. Quand nous nous croisons, ça c'est la réalité. Je dis simplement, vous êtes belle. Elle passe sans un geste. Et encore,
Le nom que je vous donnais était plus beau. Comment? Quel nom? Je n'ai pas répondu, elle n'a pas compris. C'est Mélisande que je voulais dire. Mais peut-être ne connaissait-elle pas Mélisande. Et Yvonne, cette jeune fille rencontrée au bord de la Seine, lui dit « Il faut nous quitter, nous sommes 2 enfants, nous avons fait une folie. Vous êtes belle, nous sommes des enfants. » Ces phrases de la vie de Henri Fournier, on les trouve dans le Grand Monde. Et puis, ces phrases-là, ce sont des phrases de Péléas et Mélisande, de Debussy. Dans la première scène de l'acte 3, Golo surprend Mélisande et Péléas. « Que faites-vous ici ?» Au début, il lui avait dit « Vous êtes belle. Que faites-vous ici? Vous êtes des enfants, ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. » C'est incroyable, quelque chose de la réalité qui est devenu un roman. Et en fait, cette réalité et ce roman ont été puisés dans le Péléas de Debussy. Je connais aucun autre exemple dans l'histoire de l'art d'une telle transformation entre la réalité et le rêve. Encore un mot sur Péléas, à la fin, quand Mélisande va mourir dans son lit, des femmes, le cœur entre, c'est le plus beau cœur qu'on ait jamais écrit dans l'histoire de la musique, les femmes entrent. Quelles sont ces femmes, dit Golo? Qui les a appelées? Ce n'est pas moi, dit Golo. Et les femmes s'installent autour du lit, et on entend la cloche qui sonne, et les femmes ne chantent pas. Ben, je vous jure que c'est quelque chose de la part de Debussy d'avoir inventé ce cœur muet à la fin de Péléas et le Mélisande. Un mot sur Weizsäck d'Alban Berg. Il écrit, un élève de Schoenberg, Alban Berg, un type formidable, son concerto à la mémoire d'un ange qu'il a écrit après la mort de Manon Gropius. C'est la fille de Gropius, l'architecte, et puis de Alma Mahler, malheureusement, était mort. Concerto pour la mémoire d'un ange, je connais bien parce que quand j'étais étudiant au Conservatoire de Paris, j'avais 16 ans, à l'aller, je lisais La Nuit transfigurée de Schoenberg et au retour le Concerto pour la mémoire d'un ange de Berg. Alors, Weizsäck, c'est un ouvrage extraordinaire qui était d'une difficulté telle que quand Pierre Boulez l'a dirigé en 1963 à l'Opéra de Paris, il y a eu la couverture de Paris Match, parce que c'était une nouveauté. Jamais à l'Opéra de Paris on avait joué une chose si difficile. Et je termine avec Shostakovich, Lady Macbeth du district de Mtelsk, créé le 22 janvier 1934. C'est terrifiant, hein. Caterina, elle empoisonne son beau-père. Toutes les belles filles veulent empoisonner leur beau-père. Ça, c'est connu. La même Caterina, elle tue son mari avec l'aide de son amant, Sergueï. Sergueï devient l'amant de Sonietka et Caterina se précipite dans le fleuve en entraînement Sonietka. Terrifiant, terrifiant ce dernier opéra. Ça s'est donné il n'y a pas si longtemps à l'Opéra de Paris. C'est une œuvre formidable de Shostakovich, qui est un compositeur qui mérite l'attention. Alors toutes les choses naissent, vivent et meurent, et l'opéra Seria, le grand opéra, commence à moins exister qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle. Le dernier très célèbre, c'est le Saint François d'Assise d'Olivier Messiaen, mais le grand opéra a tendance à disparaître. Alors il y a des opéras qui le remplacent, il y a l'opéra pour enfants, dont parlait Fourier. Il voulait un opéra pour les phalanstères, mais un opéra pour les enfants. Quelqu'un a écrit des opéras pour enfants, c'est Racine, Esther et Athalie. Il intitule ça lui-même, hein, c'est dans la préface, Divertissement pour enfants. Mon petit Adrien, qui a 4 ans, est un peu jeune pour ça. Il y a d'autres opéras pour enfants. Après Racine, il y a Julien Joubert, naturellement. Et puis l'opéra, il est très représenté par son côté bouffa, c'est-à-dire par la comédie musicale. Alors la prochaine fois qu'on se verra, je vous parlerai de Schopenhauer. Nous verrons ce que c'est que la quadruple racine de la raison suffisante, mais ça sera
pas triste, parce que c'est un personnage qui n'est pas triste. Arthur Schopenhauer, c'est le, voyons voir, c'est le 7 mars. C'est ça, hein? Je crois. 7 mars. Un dernier mot. Depuis 50 ans à peu près, je vais chaque année, et quand j'avais 20 ans, j'y allais presque tous les jours, sur la tombe d'une jeune femme qui est morte à 23 ans, qui mesurait 1,67 m, qui s'appelait Rose. Rose Alphonsine Plessis, on l'appelait plutôt Marie Duplessis. Elle est morte en 1847. Elle est morte 11 boulevard Malesherbes au premier étage. On dit que Liszt avait été amoureux d'elle, beaucoup ont été amoureux d'elle, et elle est devenue, vous le savez, Rose Alphonsine Plessis, la dame aux camélias, et la dame aux camélias est devenue la Traviata, et la Traviata sera donnée également en mars, les 27, 28, 29 à Orléans. Et si je pouvais me souvenir du nom du chef d'orchestre, je vous le dirais. Et ça m'échappe. Merci.